Ok, donc du coup, pour préciser, je ferai les présentations et puis Samuel pourra répondre aux questions aussi avec moi, dans la mesure où il y a un dossier qui va être présenté qu'on pilote en commun. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Peut-être pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, donc Antoine Roinsard, je m'occupe des dossiers porc et volaille à l'ITAB et je suis basé à l'antenne d'Angers. Voilà. Donc les principales problématiques ou points d'amélioration, plutôt d'ailleurs concernant le bien-être animal en monogastrique en production biologique. Donc le règlement bio a pour objectif de viser un niveau élevé de bien-être animal. C'est un élément très important pour la production biologique. Et concrètement, ça se traduit par des éléments spécifiques dans le cahier des charges qui vont tourner autour de densités plus faibles animales qu'en élevage conventionnel, des accès à des espaces de plein air, pour les poulets par exemple des âges d'abattage plus tardifs, etc. Malgré certaines exigences du cahier des charges, il y a des marges de manœuvre qui existent pour améliorer le bien-être animal en élevage biologique. Et donc là, je vais vous présenter des travaux en cours sur 2 sujets en particulier. Donc il n'y aura pas encore de résultats aujourd'hui, c'est plutôt un panorama de ce qui se fait. Et donc les deux sujets qu'on va développer, c'est la castration des porcs mâles entiers et l'arrêt de l'élimination des poussins mâles, donc qui est une question à la fois éthique et bien-être animal. Voilà, donc du coup, si on passe à la diapo suivante, donc le premier dossier que je voulais vous présenter, c'est le Casdar Farinelli, donc qui est copiloté par l'ITAB et la FNAB. Et donc du coup, donc pour la petite histoire, Farinelli, c'est un célèbre chanteur castrat. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas l'anecdote pour le nom du dossier. Donc ce qu'on a retenu comme champ d'étude dans ce travail-là, c'est l'élevage et la valorisation de porcs mâles entiers. Voilà, qui est un petit peu la solution idéale dans la mesure où on serait capable de la mettre en œuvre. Et un autre volet, c'est l'amélioration de la prise en charge de la douleur, parce qu'on se dit que ça peut être une solution transitoire avant de pouvoir faire du mâle entier partout dans tous les élevages. Et il y a aussi des cas particuliers pour notamment les races locales où ça peut être encore plus compliqué de faire du mâle entier. On n'a pas retenu l'immunocastration dans ce dossier-là parce qu'actuellement c'est interdit en bio et il n'y a pas spécialement de questions techniques, c'est connu et autres, donc il n'y a pas de travaux à mener dessus. Et la sélection génétique non plus, parce qu'en fait on considère que les progrès qui seront faits pour avoir des verras avec moins de risque d'odeur en conventionnel, on pourra en bénéficier en bio. Et puis un autre élément qu'on n'a pas remis non plus, c'est le sexage de la semence, du coup pour cibler avec des femelles. Donc ça c'est un travail qui est compliqué en porcin du long terme. Et là encore, ce qui sera fait en conventionnel pourra être utilisé en bio si c'est autorisé, voilà, dans le futur. Donc si on passe sur la diapo suivante, donc le partenariat du projet, donc côté recherche, donc on a l'INRA et l'ANSES, la ferme expérimentale des Trinotières, l'unité expérimentale porc organique, donc c'est une station porc bio à l'INRA, donc qui est toute récente et qui va vraiment permettre de beaucoup développer les travaux de R&D en porc bio. Le lycée du Reux, et après voilà différents partenaires, l'IFIP en tant qu'institut technique agricole, des entreprises agroalimentaires, des groupements de producteurs qui sont partenaires, donc Biodirect, Unebio, ainsi que Forêt Bio. Et on a aussi tenu à associer des associations de défense du bien-être animal, donc à titre d'exemple Well Farm, qui eux travailleront essentiellement sur la partie mâle entier, qui est leur axe de travail privilégié. Ce qu'on a fait dans ce dossier-là, en fait, il y a eu 10-15 ans de travaux en conventionnel. Donc nous, on ne voulait pas refaire des choses qui existaient déjà. Donc du coup, dans le partenariat, on a la plupart des partenaires qui ont travaillé sur le sujet du mâle entier en conventionnel. Et le but du jeu, c'est de bénéficier de cette expertise-là pour l'appliquer en bio. Donc voilà, diapo suivante. Donc le temps qu'elle arrive, dans la diapo suivante, c'est les objectifs du dossier. Donc c'est de tester et évaluer en station expérimentale et en élevage des protocoles innovants pour améliorer la prise en charge
de la douleur. Donc là, pour le volet castration. Donc il y aura des essais qui vont être menés à l'IFIP avec l'ANSES. Et ensuite, les protocoles seront testés en élevage commerciaux, notamment pour avoir une meilleure idée de la faisabilité dans des vraies conditions. Et donc de proposer des recommandations aux éleveurs pour améliorer les pratiques lors de la castration. Diapo suivante. Donc les actions menées et résultats attendus, donc en vert, ce sont les actions qui sont menées et en jaune, les résultats attendus. Donc sur ce volet, prise en charge de la douleur, il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées auprès d'éleveurs, de techniciens et de vétérinaires pour décrire les pratiques de castration qui sont réalisées en élevage de porcs biologiques. Donc des enquêtes avec des données qui vont être assez précises et aussi un recensement de pratiques mieux-disantes réalisées en agriculture biologique en Europe. On peut prendre par exemple, en Autriche, il y a une anesthésie générale qui est obligatoire pour la castration des porcelets, réalisée par un vétérinaire. En Suisse, les éleveurs peuvent utiliser des anesthésiants généraux, etc. Voilà, donc on voulait recenser un petit peu ce qui était fait ailleurs en agriculture biologique. Et donc les résultats attendus, c'est une description précise des pratiques des éleveurs bio concernant la castration, et puis de mettre en avant des leviers d'amélioration au vu de ce qu'on aura pu voir dans les différents élevages, avec évidemment une dichotomie plein air et bâtiment, parce que dans des conditions d'élevage plein air, ça peut être plus compliqué d'effectuer les tâches de castration. Et donc, dans la partie expérimentale, il va y avoir une comparaison de l'efficacité de différents protocoles de prise en charge de la douleur, donc qui sont travaillés avec différents vétérinaires. Voilà, donc l'idée, c'est pas de faire ce qui est déjà connu, et de tester notamment des produits alternatifs en complément d'anesthésiques locaux ou généraux classiques. Et après, un volet de test de faisabilité en élevage, et donc notamment pour les questions réglementaires, on est en lien avec la DGAL, notamment pour les protocoles à définir. Voilà, et donc à terme, l'idée, c'est de proposer un guide de bonne pratique pour les pratiques de castration en élevage, en intégrant les protocoles qui auront été les plus pertinents dans ceux qui auront été testés. Diapo suivante. Donc, concernant la partie port malancier, donc je vais m'attarder un petit peu plus dessus. Donc, ce qui est prévu dans le dossier, c'est de créer un observatoire de la prévalence de carcasses odorantes en élevage bio. Donc, il y aura un réseau de 6 élevages qui va être suivi pendant 1 an pour avoir le taux de malodorant qu'on peut attendre en bio selon différentes situations d'élevage. Et sur cette base-là, et les travaux déjà menés en conventionnel, de proposer des leviers techniques pour diminuer le risque de carcasses odorantes au sein des élevages bio. Et il y a aussi toute une partie, donc ça c'est pour la partie technique d'élevage, et il y a aussi un volet transformation des produits, donc avec des tests de formulation de produits pour valoriser les carcasses odorantes qui pourraient être produites. Voilà, diapo suivante. Donc peut-être pour reprendre les défauts d'odeur, donc ce qu'on considère comme un malodorant. Donc du coup, il y a des odeurs et flaveurs désagréables qui peuvent être perçues par le consommateur. Donc les molécules odorantes sont contenues essentiellement dans le gras. Ça concerne une partie des animaux. En conventionnel, on estime à moins de 5% le taux de malodorant. En bio, dans le peu de publications qu'il y a d'autres pays, on est quand même plus élevé. Donc l'idée, c'est aussi de voir en bio comment on se positionne par rapport à ça. Et donc tous les gens ne sont pas sensibles aux mauvaises odeurs. Voilà, donc si on appuie, ce que j'ai laissé des animations à traîner. Et donc ces défauts d'odeur, on les perçoit surtout dans des viandes fraîches qui sont cuites ou dans des produits gras qui sont cuits. Voilà, donc du coup, une des solutions, c'est de passer de la viande de malodorant dans des produits très transformés, ce qui permet de moins percevoir l'odeur et aussi de les diluer avec de la viande de mâle non odorant. Si on passe à la diapo suivante, donc il y a 3 principales molécules qui sont responsables de l'odeur, de la mauvaise odeur dans les carcasses. Donc c'est l'androsténone et aussi le scatol, et dans une moindre mesure l'indole. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, j'ai repris des travaux de synthèse qui ont été réalisés par Armel Prunier de l'INRA. Donc c'est pareil, c'est à peu près une dizaine d'années d'expérience en conventionnel.
Donc, les principaux facteurs de variation de la teneur du gras en composé odorant, donc on va chercher à diminuer. Donc, le scatol et l'androsténone. Donc, pour le scatol, c'est l'hygiène et la ventilation, la température ambiante, la santé digestive des animaux et la conduite de l'alimentation. Donc, la génétique dans une moindre mesure. Et pour l'androsténone, le principal facteur, c'est la génétique, d'où le développement de Vera piétrin à faible risque d'odeur. Ensuite, il y a l'âge et poids de la carcasse. Donc ça, c'est relatif à des leviers techniques en élevage de diminution potentielle d'âge à l'abattage et dans une moindre mesure, l'alimentation. Donc si on passe à la diapo suivante, donc du coup, quels sont les leviers en élevage pour jouer sur ces facteurs? Donc concernant le scatol, ça va être un environnement propre, ventilé et pas trop chaud. Donc nous, dans nos conditions d'élevage bio, ça va beaucoup se concentrer autour d'une bonne gestion du paillage pour éviter d'avoir des animaux trop sales, en particulier pendant les périodes de l'année où il fait chaud. Une bonne santé digestive, l'ajout de fibres fermentées cibles dans les aliments, donc de monter les aliments en cellulose brute ou de proposer des fourrages en complément. Et après, il y a d'autres matières premières, amidon cru, chicorée, etc., qui peuvent permettre de diminuer la teneur in fine des carcasses en scatol. Et donc, pour l'androsténone, je vous disais, c'était la génétique. Donc, le piétrin est moins à risque que le duroc, par exemple. Et du coup, il y a aussi des lignées spécifiques à faible risque au sein des piétrins. Réduire le poids âge à l'abattage. Donc ça peut poser aussi des questions en agriculture biologique de réduire l'âge à l'abattage. C'est un levier efficace, mais ça pose d'autres questions en termes de qualité des produits et d'image de la production. Voilà, donc si on passe à la diapo suivante, on avait fait un travail de synthèse avec Stéphane Ferchaud de l'INRA, où on avait commencé à regarder un petit peu par rapport aux leviers qui sont identifiés en agriculture conventionnelle. Est-ce qu'ils étaient accessibles ou pas en agriculture biologique? Aurélie, est-ce que ouais, tu peux changer de diapo? Voilà. Donc on avait un peu, bon, on va pas rentrer dans le détail, c'était juste pour vous dire qu'il y a des réflexions pour savoir comment on peut utiliser les résultats des travaux conventionnels en agriculture biologique et que c'est pas si simple. Donc si on prend quelques exemples, limiter la valeur énergétique de l'aliment, par exemple, donc diluer la valeur énergétique de l'aliment, ça peut poser des questions en termes de bien-être animal, du coup d'avoir un aliment moins riche en énergie. L'incorporation de fibres, par exemple en bio, on a souvent des matières premières qui sont plus fibreuses et on est obligé de distribuer des fourrages, donc c'est un levier qui peut être facilement accessible. Et un des leviers les plus importants, c'est d'avoir des formulations alimentaires avec des protéines très digestibles. Et ça, c'est difficilement accessible en agriculture biologique dans la mesure où on a des matières premières qui sont globalement de qualité inférieure à ce qu'on peut trouver en conventionnel en termes de digestibilité de la protéine. Voilà, on peut passer. Je suis déjà pas en avance. Donc sur la diapo suivante, on précise ce qui va être réalisé dans le cadre du projet Farinelli sur la partie mal entier. Donc Aurélie, est-ce que tu peux changer, s'il te plaît? Donc oui, bon, je continue. Donc on va suivre un réseau d'éleveurs bio en élevage de mal entier. C'est allé un petit peu trop loin. Et du coup, sur 720 porcs, en fait, il y aura des mesures d'androsténone et de scatol sur toutes les carcasses. Du coup, pour avoir des éléments chiffrés sur le taux d'incidence de malodorants en agriculture biologique. Et puis, il y aura aussi des carcasses triées en abattoir grâce au nez humain. Et voilà, ce qu'on souhaite faire, c'est d'identifier des élevages à risque et de proposer des leviers d'amélioration pour diminuer le risque d'odeur selon le type d'élevage. Et en parallèle, on fait aussi des enquêtes sur les pratiques des éleveurs bio pour cibler des conduites d'engraissement qui sont plus ou moins à risque pour l'apparition de carcasses odorantes. Et il y aura aussi des essais en station pour tester des leviers techniques qui permettent de diminuer le risque d'odeur. On peut passer à la diapo suivante. Concernant la transformation des carcasses de malodorants, donc il va y avoir des produits qui vont être testés à partir de mal entiers odorants dans l'objectif de déterminer des seuils d'incorporation et après de faire des tests consommateurs. Donc concrètement, par exemple, pour un pâté, l'idée c'est de voir en mettant du mal odorant dedans, est-ce que le consommateur le perçoit à partir de 10, 20, 30, 40, 50%. Voilà. Et du coup, avec ce travail-là, par rapport aux produits qui sont
consommés en porc bio, ça permettra de déterminer combien de porcs mâles entiers peuvent être produits en bio quand on recoupe avec le pourcentage de malodorants et la quantité de malodorants qu'on peut valoriser dans des produits bio. Du coup, on pourra avoir un ordre d'idée voilà, est-ce que c'est possible que tout le monde passe en mâle entier en bio en filière, par exemple, ou est-ce que ce sera juste 30% des élevages, ou ce sera possible de le faire pour valoriser les produits après. Et donc, dans les résultats qui seront diffusés, notamment, il y aura un outil d'aide à la décision à destination des industriels transformateurs pour utiliser correctement des carcasses qui seraient odorantes en bio. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Et donc, ça va être tout pour le projet Farinelli. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez contacter Samuel Froid de la FNAB et donc moi-même, si vous avez des questions sur le contenu du dossier. Donc, pour un autre projet européen cette fois, donc, qui s'appelle Pilot, donc, qui est piloté en France par l'INRA. Donc, c'est un dossier qui concerne les porcs et les volailles. C'est pas que bio, c'est bio et base intrant. Donc, dans le dossier, on a fini base intrant comme modèle sur paille ou accès au plein air. Voilà, et donc dans ces systèmes qui ont comme point commun la conduite sur paille et les accès plein air, l'idée c'est de travailler sur des leviers d'amélioration du bien-être animal. Est-ce qu'on peut changer de diapo, s'il te plaît, Aurélie? Voilà, encore, on va aller directement une diapo après pour présenter le partenariat donc, qui est retenu dans ce dossier-là. Donc c'est un partenariat européen et donc en France c'est l'ACTA qui gère les instituts techniques. Et donc sinon on a aussi comme partenaire le CNRS, le CISAF, l'ISA de Lille, INCREA, et puis donc l'INRA qui pilote le dossier. Et donc après il y a des partenariats en Roumanie, Italie, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et aussi Finlande, donc ce qui a permis notamment dans les premières phases du projet de faire un état des lieux assez précis des différents cahiers des charges qu'il peut y avoir. Donc en France, par exemple, on a Label Rouge, différentes AOC, donc il y a tout ce travail-là de recensement qui a été fait, qui est en cours de finalisation. Ça permet aussi de recenser des initiatives Bio Plus qui peuvent être faites dans certains pays avec un zoom sur la partie bien-être animal. Donc si on passe à la diapo suivante concernant un peu plus le contenu du dossier. Donc il y a une action qui vise à recenser un petit peu les principales problématiques du bien-être animal qui peuvent être identifiées dans les différents pays partenaires, donc sur la base notamment de discussions avec des groupements de producteurs ou des éleveurs. Il y a aussi des outils d'évaluation du bien-être animal qui sont développés ou créés dans le cadre de ce dossier, donc que ce soit en volaille avec l'outil Eben de l'Itavi, ou en porc aussi, un outil qui est en cours de développement. Voilà, et donc concernant les expérimentations qui sont menées dans ce dossier-là, donc les principaux sujets, ça concerne l'arrêt de la castration des porcs et les pointages aussi en poules pondeuses, le sujet des poussins mâles sur lequel je vais revenir après, et après de manière un petit peu plus large, des travaux sur évaluer la robustesse et l'expression des comportements naturels des animaux. Donc ça se traduit notamment par des comparaisons de capacités de différents types génétiques, en volaille par exemple, à bien valoriser un espace de plein air et être peu sensible au parasitisme notamment. Donc si on passe à la diapo suivante, je vais faire un petit zoom sur le sujet d'élimination des poussins mâles. Voilà, donc grosso modo, hein, on a un peu le même phénomène qu'avec le lait et la viande en bovin, c'est-à-dire qu'il y a un antagonisme entre la production d'œufs et la production de viande en volaille. Et donc les lignées femelles de poules pondeuses qui sont sélectionnées pour avoir une productivité d'œufs très élevée. À l'inverse, leurs frères ont des capacités de viande qui sont très très faibles, que ce soit en gain de croissance et aussi en qualité, donc rendement filet, etc. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont majoritairement éliminés à la naissance. Donc ça correspond à environ 50 millions par an en France, hein, pour avoir un ordre d'idée. Donc du coup, il y a eu des déclarations des ministères français et allemands au début de l'année, donc communes, qui visaient à interdire cette pratique
d'ici fin 2021. Donc ça arrive bientôt. Dans le projet Pilot, on va travailler deux stratégies différentes. La première, c'est de travailler sur des croisements à double fin. Donc l'idée, c'est d'avoir un meilleur équilibre entre production d'œufs et de poulet et de viande, pardon, pour des lignées génétiques. Et puis un autre volet, c'est de développer des outils non invasifs pour faire du sexage dans l'œuf. C'est-à-dire actuellement, il y a une phase d'éclosion des œufs, et donc après, c'est les poussins qui sont sexés après éclosion. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une détermination le plus tôt possible au stade œuf, de savoir si c'est un œuf, un poussin qui sera mâle ou femelle. Il y a des techniques actuelles qui existent, mais en fait, plus on le fait tardivement, plus c'est facile. Et notamment, hein, il y a des techniques qui sont commercialisées actuellement. On a un sexage à partir de 13 jours, et du coup, l'embryon est très développé. Et en fait, on est assez proche d'un poussin, donc ça n'est pas totalement satisfaisant. Donc l'idée, c'est d'être sur des techniques qui permettent un sexage avant 9 jours, où il n'y a pas encore les terminaisons nerveuses du poussin qui sont développées, et où ça paraît plus cohérent d'un point de vue éthique. Et il y a aussi un enjeu d'avoir des techniques qui sont non invasives, parce qu'actuellement, ce qui est fait, c'est que l'œuf est percé, et c'est sur la base de molécules récupérées dans l'œuf en fait, que des analyses sont faites. Donc ça peut aussi poser des questions derrière en termes de qualité des poussins qui ont eu ce type de stress pendant la couvaison. Et donc, du coup, l'idée, c'est de trouver des molécules qui distinguent les mâles et les femelles en fait, sur la coquille de l'œuf par des rayonnements, des radiofréquences. Voilà, on va passer à la diapo d'après. Donc, les deux leviers, un sexage et souche à double fin qui sont testés. En fait, les deux peuvent être aussi complémentaires. Donc, sur la diapo suivante, voilà. Donc là, je reprends un petit peu ce qui est prévu concernant les souches à double fin. Donc, actuellement, il y a un réseau d'essais qui est mis en place, donc avec des essais en poule pondeuse au Danemark qui ont démarré l'année dernière, et en Allemagne qui démarre là dans 2 semaines. Donc, avec un suivi de poussins à poule pondeuse. Donc, on est sur des essais de 70 semaines, avec toute la partie élevage des poulettes aussi. Et donc, en parallèle, l'élevage des poulets, donc au Danemark, en Allemagne et en France à l'INRA. Donc, le choix qui a été fait, en fait, c'est de travailler sur trois croisements différents à double fin, avec un petit peu différents objectifs. Donc, on a un croisement, on va dire, orienté ponte, où du coup, l'idée, c'est de perdre peu en production d'œufs, et du coup, d'avoir des poulets qui devraient faire à peu près 2 kg aux alentours de 110-120 jours, grosso modo. Voilà, il y a une souche double fin qui est une race locale, et du coup, qui est entre guillemets naturellement mixte viande et œufs, et puis un dernier croisement qui est plus orienté sur la production de viande, donc avec des performances de ponte beaucoup plus faibles, mais par contre, du coup, des poulets qui vont avoir des performances de croissance très élevées. Et donc, du coup, il y a un réseau d'essais, comme je vous disais là, en station expérimentale. Et ensuite, il y aura des essais en élevage qui vont être mis en place. Et là, ça permettra notamment d'avoir des références technico-économiques. Parce qu'en station, on peut avoir des résultats techniques attendus. Mais vraiment, pour la partie économique, on a besoin pour ce type de sujet d'avoir des essais in situ en élevage commerciaux. Et donc, il y aura notamment 2 élevages qui vont être suivis en France à partir de l'année prochaine. Et le fait aussi d'avoir des essais en élevage, ça va permettre de recueillir assez précisément les contraintes en termes d'organisation qu'on peut avoir. Parce que la production d'œufs et de poulets, ce n'est pas nécessairement contemporain. Il y a des questions de taille de l'eau, etc. Et par exemple, si les poulets restent 4 mois, ça veut dire qu'il y a un bâtiment vide, qu'est-ce qu'on en fait pendant les autres mois, etc. Donc il y a pas mal de questions en termes d'organisation et de logistique aussi qui sont à creuser. Et c'est pour ça que d'avoir des essais en élevage, ça permet d'aborder tous ces sujets. Une dernière diapo et puis j'en aurai terminé. Donc les principaux impacts attendus de ce dossier, c'est de créer des outils d'évaluation du bien-être animal à destination des éleveurs. Il y a notamment des groupes de travail qui ont été constitués, qui associent quelques éleveurs et des représentants de groupements de production, différentes fédérations, etc. Donc d'améliorer le bien-être des animaux sur la base de données scientifiques solides, avec un gros réseau de partenaires universitaires européens notamment, donc avec beaucoup d'expérimentations qui vont être menées. Et puis donc les principaux sujets
qui sont travaillés. Donc, c'est la castration des porcelets. Donc, ça va être fait en France en parallèle et en complémentarité du dossier Farinelli que je vous ai présenté. Les pointages du bec, donc avec des travaux aux Pays-Bas, et donc l'élimination des poussins mâles de souche-ponte, où là, il y a un réseau de 3 pays qui travaillent sur ce sujet. Et je vais arrêter là parce que j'ai été un petit peu trop long. Donc, je vais prendre des questions si vous en avez. Super. Merci beaucoup, Antoine. Et puis Samuel, c'est des sujets d'actualité, donc je trouve que c'était bien que vous présentiez ces travaux-là. 2 questions sur la partie Farinelli et puis ensuite sur la partie Pipilo. Peut-être sur la partie Farinelli, tu as présenté beaucoup de méthodes d'évaluation. Est-ce qu'il y a une prise en compte du coût financier que représenteront les aménagements proposés par rapport à ces pratiques de castration, et puis éventuellement temps de travail, je me permets de la rajouter celle-là. Et Oui. une deuxième question sur toujours Farinelli, quand tu parles de protocole innovant, est-ce que c'est plutôt autour de l'allopathie? Est-ce qu'il y aura la bombe à froid? Est-ce que vous avez déjà un peu défini? Est-ce qu'il y aura des usages de plantes dans les alternatives? C'est peut-être trop tôt pour en parler, mais voilà. Ok. Donc, pour la partie castration, oui, il y aura les coûts qui seront pris en compte. Et pour la partie temps de travail et faisabilité, le fait qu'en plus des expérimentations en station, il y ait des essais d'élevage, c'est justement bien pour évaluer les contraintes des protocoles dans des élevages commerciaux. Voilà. Puis après, le coût, c'est pris en compte. Après, c'est assez facile à calculer. Et après, donc, concernant les protocoles qui vont être testés. Donc, il y a quelques modalités avec la bombe de froid dedans, mais plus en témoin pratique actuelle. Voilà, et après, donc, on va combiner. L'idée, c'est de combiner soit l'anesthésie générale et l'anesthésie locale avec plutôt effectivement des traitements à base de plantes. Parce qu'après, il y a aussi des traitements allopathiques qui existent, mais il n'y a pas toujours besoin de refaire des travaux parce que ça a déjà été travaillé en agriculture conventionnelle. Et c'est vrai que l'intérêt de ce dossier-là aussi, c'est que les partenaires, les structures conventionnelles qui ont travaillé sur ces sujets-là, en fait, sont ici dans Farinelli. Donc, du coup, ça, voilà, quand il y a déjà les sujets qui ont déjà été travaillés, on ne va pas le refaire. Donc, nous, on va être plus focus sur les traitements à base de plantes et autres dans ce dossier-là. Mais en complément d'anesthésie, parce que c'est quand même un moyen important de gérer la douleur. Merci. Sur la partie souche à double fin, bon, comme tu le sais, moi je suis plus à l'aise en ruminant. Je me dis le croisement, ça se fait assez facilement en ruminant. On a ces races. Donc, et là, on sent un peu des difficultés à avancer sur ce sujet qui est pourtant qu'on entend souvent, de pouvoir développer des souches à double fin. Et c'est quoi les principaux freins? Est-ce qu'ils sont techniques? Est-ce qu'ils sont... Tu as évoqué des difficultés de mise en place par les éleveurs avec des bâtiments vides, etc. Enfin, quelles sont en fait les difficultés pour avancer sur ce sujet-là? Est-ce qu'elles sont plutôt culturelles ou plutôt techniques ou scientifiques? Alors, les principales difficultés sont avant tout économiques, en fait. C'est-à-dire qu'on perd forcément. Ça n'existera pas un croisement à double fin où on aura le même potentiel de ponte qu'une souche, qu'une lignée, pardon, ponte. Et pareil pour le poulet. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un compromis à faire. C'est-à-dire qu'il faut, pour valoriser le mâle, il faut accepter de perdre en performance de ponte. Donc, ça, déjà, c'est un premier élément. Donc, il y a un coût qui sera évalué d'ailleurs dans le dossier. Et après, une grosse difficulté aussi, c'est qui est-ce qui paye? Est-ce que c'est l'éleveur de pondeuse, du coup, qui va vendre plus cher son œuf, parce que du coup, il a un surcoût en lien avec la moindre productivité des animaux, ou est-ce que c'est l'éleveur de poulet qui récupère des souches qui vont avoir moins de potentiel de croissance qu'une souche classique, et du coup, il y aura aussi un surcoût sur le poulet. Pour moi, le problème il est avant tout ici, quoi. Il faut forcément le valoriser en vendant les produits plus chers, pour que ça puisse être rentable. Et toujours sur ce thème-là, est-ce que tu as fait une allusion comme quoi il y aurait des races locales en France? Est-ce que tu peux préciser? Est-ce qu'il y a des races connues qui seraient plus réactives? Oui, dans le lot, il y a la marance, en fait, qui va être testée, qui est en cours d'ailleurs. D'accord. Donc, qui n'est pas testé qu'en France, qui est aussi testé en Allemagne et au Danemark. Et où, pour le coup, le fait qu'il y ait des œufs marron dorés, c'était aussi intéressant. Parce qu'après, on n'a pas parlé, mais la couleur des coquilles, il n'y a pas du tout les mêmes objectifs selon les pays. Et dès qu'on
on joue sur les types génétiques. En fait, ça change vachement les couleurs de coquilles et ça peut être un peu compliqué, parce qu'en France, on n'a que des œufs crème, mais il y a des pays où ils ont des œufs blancs avec une diversité de couleurs, ça fait partie des critères d'achat. Et donc là, l'amarance qui a des œufs qui sont très jolis, marron foncé, là, c'était aussi intéressant. Ça permet d'identifier spécifiquement le produit, quoi. Et ça peut être plus facile aussi de dire, bah voilà, souche à double fin, on tue pas le poussin mâle, et aussi il y a une couleur de coquille spécifique qui est associée à ça, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Une dernière question. Alors hier, juste pour information, on avait des biothémas aussi sur la structuration des filières de ruminants. Et la question que je vais poser, enfin, je pense qu'elle est beaucoup plus large que tout ce qu'on a présenté hier, mais elle a été aussi posée hier, on n'a pas eu le temps d'y répondre. C'est sur les abattages mobiles et la partie abattage. Donc notamment sur la partie, voilà, est-ce qu'il y a des travaux autour de l'abattage mobile, que ce soit, je suppose, en porc ou en volaille. Euh, et la même question a été posée hier, on n'y a pas répondu pour les ruminants. Est-ce que vous avez des précisions là-dessus, sur l'abattage? C'est pas dans le champ retenu du projet Pilot, donc pas spécialement d'infos de mon côté. Très bien. Eh ben, merci.